Ce n'était pas une nuit de chaos. C'était un avertissement. Pendant que vous dormiez, le président des États-Unis publiait message après message, sans pause, sans filtre, des dizaines puis des centaines, accusations de trahison visant un ancien président, affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 aurait été manipulée par la CIA, la Chine et des outils secrets nommés Hammer et Scorecard. Ce ne sont pas des rumeurs anonymes. Faits, ce sont des messages publiés par le président lui-même, visibles de tous en pleine nuit. Et au même moment, loin des écrans, des agents fédéraux arrivaient avec des camions dans un entrepôt électoral du comté de Fulton pour récupérer les bulletins de vote de 2020. Fait confirmé, le FBI a parlé d'une activité autorisée par un tribunal. Mais personne n'a expliqué pourquoi maintenant. Ou c'est là que la contradiction devient inquiétante. Des mots qui semblent incontrôlés, des actions, elles, très réelles. Et si le vrai danger n'était pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait pendant que tout le monde regarde ailleurs, ce qui s'est passé cette nuit-là ne sort pas de nulle part. Fait, Donald Trump a répété encore et encore que l'élection de 2020 avait été volée, malgré des décisions judiciaires fédérales allant toutes dans le sens inverse. Fait aussi, il a menacé publiquement d'ouvrir de nouvelles enquêtes en Géorgie, précisément là où des agents fédéraux se sont présentés pour saisir des bulletins de vote. Pris séparément, chaque élément peut sembler isolé. Ensemble, ils dessinent un schéma. Ce n'est pas seulement une crise de communication, c'est une mise en scène du pouvoir. D'un côté, un flot de messages nocturnes accusant Barack Obama de trahison et décrivant une conspiration internationale. De l'autre, des actions administratives très concrètes exécutées sous autorisation judiciaire, mais sans explication publique claire. La question clé n'est donc pas de savoir si ces affirmations sont vraies ou fausses. La vraie question est plus dérangeante. Que se passe-t-il quand le discours le plus extrême coïncide exactement avec l'usage de la force de l'État? Et surtout, qui décide où cette logique s'arrête? Voici le point central que beaucoup évitent de formuler clairement. Fait, au cours de cette même période, Donald Trump a publié un message accusant explicitement Barack Obama de trahison. Fait encore, il a affirmé que la CIA aurait développé des outils appelés Hammer et Scorecard et que la Chine aurait coordonné l'opération pour manipuler l'élection de 2020. Ces termes précis apparaissent noir sur blanc dans ses publications. Ce n'est pas une interprétation médiatique. Ce sont ces mots. Ce détail change tout, parce qu'il ne s'agit plus d'un simple déni électoral. Accuser un ancien président de trahison, ce n'est pas contester un scrutin. C'est désigner un ennemi intérieur. Et remarquez ce qui manque. Aucune preuve publiée, aucun document présenté, aucun calendrier clair. Juste une escalade verbale diffusée directement depuis la plus haute fonction de l'État. Pendant ce temps, ailleurs, des agents fédéraux récupèrent physiquement des bulletins de vote. Deux registres différents. Un seul message implicite. Quand les accusations deviennent aussi extrêmes, ce n'est pas pour convaincre tout le monde, c'est pour préparer quelqu'un. Et la vraie question devient alors, à qui ce message est-il destiné? À partir de là, la situation s'accélère. Fait, lors d'un échange rapporté par le gouverneur du Minnesota, Donald Trump a comparé une opération fédérale menée dans un État américain à des interventions conduites au Venezuela. Le gouverneur raconte que le président lui a expliqué que cela avait bien fonctionné au Venezuela et qu'il voyait l'opération dans le Minnesota dans un cadre similaire. Ce ne sont pas des mots isolés. Ils ont été prononcés lors d'un appel direct entre un président et un gouverneur d'État. Ce parallèle est lourd de sens. Historiquement, les États-Unis parlent du Venezuela comme d'un pays étranger, pas comme d'un modèle d'intervention interne. Pourtant, ici, la frontière disparaît dans le discours. Une opération décrite comme normale ailleurs devient soudainement acceptable chez soi. Et c'est précisément comme ça que l'exception commence à ressembler à une routine. Remarquez ce glissement. On ne débat plus de résultats électoraux. On ne discute plus de réformes. On parle d'opérations, de succès, de territoires à sécuriser. Le langage change, puis les attentes changent avec lui. Ce qui aurait choqué hier est présenté aujourd'hui comme une solution éprouvée. Mais voici le point critique. Si une intervention est normalisée une fois, qu'est-ce qui empêche qu'elle le soit ailleurs, encore plus vite, encore plus loin? Voici là où le récit se fissure vraiment.
Fait, pendant que Donald Trump appelait au calme en public, affirmant avoir eu des conversations respectueuses avec des gouverneurs, il relayait en ligne des messages accusant des groupes entiers de fraude et de criminalité. Fait précis, il a reposté des affirmations selon lesquelles près de 89 % des Somaliens seraient impliqués dans une fraude sociale dans le Minnesota. Aucune source, aucun rapport officiel cité, juste un chiffre jeté dans l'espace public. En parallèle, Fait, Dr Oz, envoyé sur le terrain à Los Angeles, s'est rendu dans une boulangerie arménienne et a déclaré que c'était là que la fraude est commise, parlant de mafia et de dialecte de gangster. Ces propos ont été filmés, diffusés, puis repris. Contradiction totale entre le discours d'unité et les actions sur le terrain. C'est ici que la perception change durablement. Les mots ne servent plus seulement à convaincre une base. Ils désignent des cibles. Et pendant que ces accusations circulent, des agents fédéraux saisissent des bulletins de vote et des responsables locaux admettent publiquement ne plus savoir où ils sont ni ce qu'il va leur arriver sous garde fédérale. Ce décalage est essentiel parce qu'il révèle que le discours et l'action avancent ensemble, mais dans deux directions différentes. L'un distrait, l'autre s'installe. Et c'est à ce moment précis que la question devient impossible à éviter. Que se passe-t-il quand la parole prépare le terrain avant que le pouvoir n'agisse? À ce stade, les événements ne s'enchaînent plus, ils se superposent. Fait, pendant que les bulletins de vote du comté de Fulton sont déplacés sous contrôle fédéral, le président continue de publier en série sans ralentir. Fait aussi, des sondages diffusés sur Fox News montrent qu'une majorité d'Américains jugent les opérations d'immigration trop agressives et qu'une part importante dit se sentir financièrement moins bien qu'un an auparavant. Ces chiffres sont cités à l'antenne sans filtre hostile. Ajoutez un autre élément. Fait, sur CNN, des données montrent une chute de plus de 30 points de l'approbation de Donald Trump parmi les électeurs latinos, particulièrement liés à son programme de déportation. Les courbes ne descendent pas lentement, elles plongent. Et pendant que ces signaux politiques s'accumulent, aucune inflexion de discours n'apparaît. Au contraire, la communication devient plus abrasive, plus rapide, plus frontale. Regardez la dynamique. Pression institutionnelle, backlash électoral, radicalisation verbale. Aucun de ces éléments ne ralentit les autres. Ils s'alimentent. Quand les chiffres deviennent mauvais, le ton durcit. Quand le ton durcit, les actions se justifient comme urgentes. Et quand tout devient urgent, les garde-fous disparaissent les uns après les autres. La question n'est plus de savoir si cela choque. La question est bien plus simple et bien plus inquiétante. Que se passe-t-il si cette spirale continue? À ce moment-là, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle vous touche directement. Fait, les images diffusées montrent des arrestations, des descentes, des quartiers entiers sous pression, pas des salles de conférence, des rues, des commerces, des familles qui regardent les informations et se demandent si elles seront les prochaines. Quand un président parle de fraude massive liée à des communautés spécifiques, les conséquences ne restent pas sur les réseaux sociaux. Elles se déplacent dans la vie réelle. Imaginez la scène. Vous tenez un commerce. Vous vivez dans un État ciblé par une opération. Vous entendez des chiffres lancés sans preuve, des accusations répétées par la plus haute autorité du pays. Puis vous voyez des agents arriver, des caméras filmer, des responsables locaux admettre qu'ils ne savent plus où sont les bulletins de vote de leur propre comté. La frontière entre sécurité et intimidation devient floue. Ce n'est plus une question de camp politique. C'est une question de quotidien, d'incertitude, de confiance brisée. Et quand la confiance disparaît, elle ne se rétablit pas avec un discours. Elle laisse un vide, rempli par la peur ou par la résignation. Si cette sensation vous semble familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce ressenti collectif est déjà un signal. Mais le plus troublant, c'est que tout cela n'arrive pas par accident. Il y a un mécanisme derrière. Voici le mécanisme qui rend tout cela possible. Fait, chaque action citée jusqu'ici est présentée comme légale, autorisée, encadrée. Mandat judiciaire, opération fédérale, autorité compétente. Pris individuellement, ces mots rassurent, mais ensemble, ils produisent autre chose. Un écran.
Pendant que l'attention publique est capturée par des messages provocateurs et des accusations spectaculaires, des décisions structurelles avancent sans débat réel. C'est un schéma ancien, mais rarement aussi visible. Le bruit attire les caméras. La procédure, elle, avance hors champ. Quand un président publie des centaines de messages explosifs, l'énergie médiatique se concentre sur le ton, pas sur le timing. Or, le timing est essentiel. Fait, les publications nocturnes coïncident avec des déplacements de bulletins de vote et des opérations sur le terrain. Interprétation, ce chevauchement n'a pas besoin d'être expliqué pour être efficace. Regardez l'incitation. Plus la réaction est forte, plus le récit se durcit. Plus le récit se durcit, plus l'usage du pouvoir est présenté comme nécessaire. Ce n'est pas une question de personnalité, c'est une logique de levier. La crise justifie l'action. L'action crée une nouvelle norme. Et une fois qu'une norme est installée, elle ne disparaît pas quand le bruit retombe. La vraie question devient alors, jusqu'où ce système peut-il aller sans résistance visible? À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent. Aucune n'est théorique. Fait, les sondages montrent un rejet croissant de ces méthodes, y compris parmi des groupes électoraux clés comme les Latinos. Fait aussi, malgré ce recul dans l'opinion, le rythme des opérations et de la rhétorique ne ralentit pas. Cela crée une tension instable et c'est là que tout peut basculer. Première trajectoire possible. La pression politique finit par produire un frein. Les chiffres continuent de chuter, les alliés se détachent et certaines actions deviennent trop coûteuses à défendre publiquement. Le système absorbe le choc, non par un changement brutal, mais par épuisement. Le bruit retombe. Les procédures restent, mais elles cessent d'être étendues. Deuxième trajectoire. Le recul dans les sondages est interprété comme une hostilité généralisée. Chaque critique devient une preuve supplémentaire d'un complot. Fait, cette logique est déjà visible dans les accusations répétées de trahison et de fraude massive. Dans ce scénario, l'accélération devient une stratégie. Plus vite, plus fort, avant que le contrôle politique ne se resserre. Les opérations se multiplient. Les précédents s'empilent. Et c'est là que l'incertitude devient dangereuse. Parce que dans les deux cas, une chose est sûre, la prochaine décision se prépare déjà hors caméra. Le mouvement ne s'est pas arrêté. Il cherche simplement sa prochaine ouverture. Et pour comprendre ce que tout cela signifie vraiment, il faut prendre un dernier pas de recul. Ah, voici l'idée la plus difficile à accepter. Et pourtant la plus importante. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme, ni même d'une nuit de messages frénétiques. Fait, ce que nous avons vu, ce sont des mots extrêmes coexister avec des actes administratifs réels, légaux en apparence, mais profondément déstabilisants dans leur enchaînement. L'insight clé, c'est que le pouvoir n'a pas besoin d'avoir raison pour avancer. Il a seulement besoin de créer assez de bruit pour que plus personne ne regarde le processus. Reformuler toute cette séquence en une phrase. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une redéfinition des limites. Testée en temps réel. Chaque accusation prépare le terrain. Chaque opération crée un précédent. Et chaque précédent rend le suivant plus facile à accepter. Ce n'est pas spectaculaire, c'est progressif. Et c'est précisément pour ça que c'est efficace. Ce qui vient ensuite ne dépend pas d'un tweet de plus ou de moins. Cela dépend de ce que les institutions, les médias et le public considèrent encore comme normal. Et cette frontière est déjà en train de bouger. Si vous voulez comprendre où cette trajectoire mène et ce que la prochaine étape pourrait révéler, suivez cette chaîne et activez les notifications. Parce que la suite de cette histoire ne se jouera pas dans un seul message, mais dans ce que personne ne prendra le temps d'expliquer.